Salut à tous, pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Merci pour votre soutien et je vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Imran et j'ai 32 ans. Je me suis toujours considéré comme chanceux. Mes parents, issus d'un milieu aisé, avaient fait tout leur possible pour me fournir les meilleures conditions d'études, espérant que cela me permettrait de réussir brillamment. J'avais intégré un hôpital privé en tant que chirurgien orthopédiste. Un parcours que je croyais tout tracé. En repensant à ma jeunesse, je me rends compte à quel point mes parents étaient protecteurs. Je me souviens de la première fois où ils m'avaient demandé d'aller acheter du pain. J'avais 14 ans, et cet épisode peut sembler insignifiant, mais il symbolise bien le degré de protection dont j'étais l'objet. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise que cette surprotection, combinée à ma position de chirurgien, avait alimenté mon arrogance. Je pensais avoir toujours raison, et je ne voyais pas à quel point cela pouvait être dérangeant pour les autres. En y réfléchissant, je ne peux m'empêcher de me dire que j'étais un joli salopard d'arrogant. Mon avenir semblait quasiment tracé, et ma mère m'avait présenté Jamila, la fille d'une de ses amies. Son choix avait été dicté par la beauté de Jamila, et par le milieu dans lequel elle évoluait. J'avais accepté de la rencontrer, puis nous nous étions fiancés. La date du mariage avait été fixée dans 1 an. Après tout, mes parents prenaient toujours les meilleures décisions pour moi, et je n'avais donc aucune raison de vouloir emprunter le chemin que suivent la plupart des gens, à savoir rencontrer, faire connaissance, flirter et envisager un avenir avec une fille. Ce que je vous dis doit vous paraître incroyablement stupide. Moi-même, avec le recul et le regard que j'ai aujourd'hui sur mon ancienne personne, je pense comme vous. Mais à l'époque, j'étais une autre personne. Il est important que je revienne sur Jamila. Elle ne m'avait jamais aimé. Elle me voyait comme un profil idéal pour fonder une famille. Nos personnalités étaient incompatibles. Je ne lui reprochais rien, car je la voyais également comme une fille au profil parfait pour être une épouse et la future mère de mes enfants. À mesure que la date du mariage approchait, les demandes extravagantes se multipliaient. Ce n'était pas étonnant, compte tenu du milieu que mes parents fréquentaient. Sans vouloir généraliser, il était rare de croiser des gens de ce cercle qui accordaient de l'importance aux vraies valeurs humaines. Je regrette tellement que ma famille n'avait jamais eu de bonnes personnes ayant des valeurs morales dans notre entourage. Les relations étaient malheureusement établies en fonction des statuts des personnes. Ce matin-là, j'étais en retard à l'hôpital. Un fait rare pour moi, d'autant plus que le directeur ne m'appréciait pas vraiment. J'avais toujours été quelqu'un de discipliné, mais la charge de travail à l'hôpital, les préparatifs pour le mariage, ainsi que l'achat d'ameublement d'une maison choisie par la famille de Jamila, m'avaient complètement épuisé. J'étais à bout de nerfs, à court d'énergie. Je devais juste traverser le trottoir pour aller en face où ma voiture était garée. Un message de Jamila s'afficha sur l'écran de mon téléphone. « As-tu demandé au traiteur le menu que je souhaitais ?» C'est là que je sentis une chaleur sur mon dos. Sans rien comprendre, je fus projeté sur le bitume. Quelques secondes plus tard, tout devint noir, et mes yeux se fermèrent sur le champ. Je n'étais pas le seul à être en retard. Une voiture qui roulait vite m'avait percuté, malgré avoir freiné. Malgré le choc violent, j'essayais de me lever, mais mes doigts abîmés ne me le permettaient pas. Une foule s'était rassemblée autour de moi. Je fermais les yeux. L'ironie du sort était que je me retrouvais à mon lieu de travail, à savoir l'hôpital le plus proche, en ambulance. Il existe des tournants dans chaque vie, et cet accident avait marqué le tournant de la mienne. Un point où la vie de quelqu'un évolue, s'améliore ou se dégrade. Tout allait se dégringoler pour moi. Ma vie, qui semblait tout tracée d'avance, allait être chamboulée. Je n'avais pas pu travailler pendant un bon moment. L'hôpital avait été mon monde, mais après l'accident, tout s'était écroulé. Le mariage avec Jamila avait tout de même eu lieu. Ma vie oscillait entre notre maison, où nous étions loin d'être un couple heureux, et l'hôpital, où je me sentais méprisé par mes collègues, et surtout par le chef d'établissement. Je faisais de mon mieux pour rendre ma femme heureuse, mais cela ne servait à rien. Malgré l'aide de mes parents, Jamila voulait que je ne les voie plus. Mes parents étaient aussi attristés, même s'ils faisaient tout pour ne pas me le faire sentir à propos de ma relation avec Jamila. Ma mère, qui nous avait présentés, était en totale désillusion. Les multiples fractures de mes doigts m'empêchaient de participer aux opérations chirurgicales. Malgré les guérisons, mes mains n'étaient plus à leur pleine capacité, et ne le seraient probablement jamais. Arrêter de vivre m'avait traversé l'esprit. Un médecin qui met fin à ses jours peut sembler paradoxal. Mes collègues continuaient à me mettre à l'écart, et je ressentais un mépris sous-jacent dans leurs attitudes envers moi. Je ne pouvais pas l'affirmer à 100%, mais j'en étais convaincu à ce moment-là.
Une chose était certaine, c'était la méchanceté du chef d'établissement. Vous vous demandez sûrement pourquoi il continuait à travailler avec moi. Les fonds qui permettaient à cet hôpital privé de fonctionner reposaient essentiellement sur les investissements des familles aisées, dont la mienne faisait partie. Une mauvaise publicité aurait été nuisible à l'hôpital. Du moins, c'est ce dont j'étais persuadé. D'après moi, le responsable de l'établissement souhaitait tout faire pour que je décide de quitter l'hôpital par moi-même. Étant le médecin le moins apprécié de l'établissement, on me confiait des tâches que personne ne voulait. Un jour, je venais de recevoir un message du chef de l'établissement. Il me sommait de me rendre à un séminaire sur les nouvelles avancées en médecine. C'était censé être une occasion de me tenir à jour, mais pour moi, c'était juste un autre rappel de ma condition. Je ne voulais pas me mêler à d'autres médecins, discuter de techniques chirurgicales que je ne pourrais plus jamais pratiquer. Sans prendre mon avis, il avait décidé de m'envoyer là-bas. Je devais aller chercher mon billet de bus et l'adresse de l'hôtel qui m'était réservé au secrétariat. Le jour prévu, je repensais au traitement que je subissais à l'hôpital. Je me disais que je n'avais pas à mettre fin à ma vie, car j'étais de fait mort depuis longtemps. La pluie battait contre le bitume, le ciel était assombri par les nuages, et la route elle-même dégageait une tristesse profonde. Le paysage avait changé à l'approche de cette ville où je n'étais jamais allé. Le bus entrait dans une ville figée dans le temps. Les bâtiments étaient tous anciens, comme si la ville appartenait à une autre époque. Les cheminées des usines de la zone industrielle crachaient de la fumée noire, rendant le ciel encore plus triste. Je descendis du bus et récupérai mes bagages. Je me tenais sur le trottoir, la tête lourde, le regard fixé sur le bitume. Un taxi s'arrêta devant moi, un vieux modèle au siège usé. Le chauffeur, un homme au visage marqué par le temps, me lança un regard désinvolte à travers le rétroviseur. « Destination, s'il vous plaît ». J'énonçai l'adresse de l'hôtel, un établissement que je n'avais jamais entendu mentionner. En route, je regardais la ville défiler, sans vraiment la voir. Mon esprit était encombré de souvenirs de Jamila, de ma famille et de l'accident. Tout me semblait irréel, comme si ce que je vivais n'était qu'un mirage. Lorsque le taxi s'arrêta devant l'hôtel, un bâtiment ancien aux murs délabrés et à l'éclairage blafard, le chauffeur m'annonça le tarif. Mon visage se décomposa en entendant le montant exorbitant. Fouillant dans mon portefeuille, j'hésitais, puis je sortis les billets. Une fois la transaction conclue, le chauffeur se tourna déjà, prêt à partir. J'ouvris la porte, mais je réalisai trop tard que mon sac de voyage était resté dans le coffre. « Stop! Arrêtez! Attendez mes affaires !» criai-je, mais le taxi s'éloigna déjà, me laissant sur le trottoir, les mains vides et le cœur lourd. Je me tenais là, seul, devant cet hôtel étrange, la promesse d'un séminaire s'étant transformée en cauchemar. Le vent frais me frappa, et je compris que je n'étais pas seulement en train de perdre mes bagages, mais aussi une part de moi-même dans ce monde devenu hostile. L'hôtel avait l'air d'être laissé à l'abandon, comme s'il attendait d'être démoli depuis plusieurs dizaines d'années. Seules les lumières tremblantes des néons sur la façade pouvaient être un signe qu'il était toujours en activité, mais il n'y avait aucun doute qu'il avait dû être prestigieux en son temps. Une seule chose me préoccupait. Mes affaires qui étaient restées dans le taxi. Je faisais les 100 pas pour essayer de retrouver mes esprits. La pluie continuait à tomber sur mon visage. Soudain, je mis les pieds dans un trou que je n'avais pas vu, rempli d'eau de pluie, et j'étais mouillé jusqu'aux genoux. La colère monta en moi, et je fermai les poings fortement. Je sortis une cigarette de son paquet, et l'allumai pour en prendre une bouffée. En fait, je n'avais jamais fumé de ma vie. Cette mauvaise habitude était devenue ma meilleure amie depuis mon accident. Une voix rauque, venant de derrière moi, mit fin au silence de cette nuit pluvieuse, me faisant sursauter. « Bonsoir monsieur, je vous observe depuis l'intérieur depuis un long moment. Est-ce que vous allez bien ?» me demanda-t-il. Le type était maigre, grand, et n'avait aucun cheveu sur la tête. Il me rappelait le personnage de Nosferatu, sans ses dents pointues. Il devait sûrement être le réceptionniste ou un autre employé de l'hôtel. C'était son costume qui me faisait penser cela. Je lui répondis que le taxi qui m'avait amené ici était parti sans me rendre mon sac, où se trouvaient tous mes vêtements. Le type s'approcha lentement et regarda la route d'un air pensif, puis me demanda si je me rappelais de l'emplacement du lieu où j'avais pris le taxi. Je n'en avais aucune idée. J'avais fait quelques pas après le terminus du bus, et j'étais dans un étonnement total. Le type me dit que cela devait sûrement être un taxi pirate, et qu'il vérifierait les images de la caméra de surveillance de l'hôtel pour trouver sa plaque d'immatriculation. C'est de toute façon la seule caméra qui fonctionne, ajouta-t-il en riant. Il sortit lui aussi une cigarette, se la mit entre les dents, et me regarda fixement. Je compris qu'il voulait du feu, et je lui tendis mon briquet. Il alluma sa cigarette, prit une bouffée, et me dit « Docteur,
Ne devriez-vous pas arrêter de fumer? Ne deviez-vous pas être un exemple pour nous? Dit-il avec ironie. Comment savez-vous que je suis médecin? Lui demandai-je intrigué. Eh bien, dans notre hôtel, nous avons 2 types de clients. Ceux qui louent une chambre à l'heure et ceux qui viennent passer la nuit. Vous êtes ici pour le séminaire plus loin, je pense. La colère monta en moi. La direction de l'hôtel m'avait réservé une chambre dans un hôtel malfamé. Aux yeux de la direction, je n'étais pas digne de séjourner dans un hôtel correct. La honte devait se voir sur mon visage. J'enchaînai par une question pour changer de sujet. « Et vous, monsieur Halil ?» dis-je en lisant son nom sur son badge. « Pourquoi fumez-vous dans ce cas ? J'ai un cancer des poumons en phase 3 et plus longtemps à vivre. Fumer ou ne pas fumer ne changerait rien. Tant que je peux fumer, je le fais tant que je peux. » dit-il avec le même sourire. Étrange personnage, me dis-je. Mais qui étais-je pour faire la morale à un type qui songeait à mettre fin à sa vie? Le réceptionniste me dit « Suivez-moi s'il vous plaît, monsieur Imran. Je vais vous inscrire et vous vous installerez dans votre chambre. Je suis sûr que l'on vous trouvera dans les affaires perdues, des vêtements qui vous iront. Vous êtes trempé et vous ne trouverez aucun magasin de vêtements ouvert à cette heure tardive. » Pendant que nous avancions vers la porte d'entrée de l'hôtel, je jetai un dernier regard au néon dont la lumière tremblait dans l'obscurité de cette nuit pluvieuse. Je n'avais pas le choix. À cette heure tardive dans cette nuit que je ne connaissais pas, je ne pouvais pas me lancer dans les rues mouillées pour changer d'hôtel. Au moment où je franchis l'entrée de l'hôtel, je fus frappé par la taille gigantesque du lobby, qui semblait s'être figé dans le temps. C'était très étrange, car le lobby était anormalement démesuré pour un hôtel qui, vu de l'extérieur, n'était pas si grand que ça. Je n'en étais pas sûr, mais l'hôtel devait faire 3 ou 4 étages au maximum. Malgré tout indiquait que cet établissement avait dû être luxueux dans le passé. L'hôtel était tombé dans l'oubli, et son ancienneté avait probablement fait de lui le refuge des sans-abri. Le type fit sonner la cloche de la réception et m'invita à m'approcher. Le registre de l'hôtel attira mon attention par son ancienneté. « Votre réservation est pour une durée de 3 jours. Il me faut votre pièce d'identité afin que je puisse confirmer votre réservation. » me dit-il. Je sortis ma pièce d'identité de mon portefeuille et lui tendis. Il regarda ma photo et me dit « Vous aviez l'air très heureux sur la photo, monsieur Imran. La photo a été prise le jour de la remise des diplômes. » lui dis-je. Il me remit la clé de ma chambre en disant « Je vous ai placé dans la chambre 313. Elle n'est pas luxueuse, mais au moins, il n'y a ni rats ni humidité à l'intérieur. » Quel genre d'humour étrange pour cet étrange personnage, me dis-je intérieurement. J'espérais et priais au fond de moi que c'était de l'humour. Le porte-clés mural était presque plein, ce qui me faisait penser que peu de personnes occupaient les chambres. Nous prîmes les escaliers, l'ascenseur étant en piteux état. La chambre était au 3e étage. Le type montait plus vite que moi. Étrange pour un malade du cancer des poumons, pensais-je intérieurement. Je m'essoufflais en montant les escaliers, tandis que Halil ne montrait aucun signe de gêne. Le hall du 3e étage était sombre. Le papier peint sur les murs était usé, et un distributeur automatique faisait office de mini-bar dans cette partie commune. Une femme de ménage s'occupait du nettoyage, concentrée sur son travail, ne faisant pas attention à notre passage. Lorsque la femme de ménage se tourna vers nous, je fus surpris et détournai les yeux pour ne pas la regarder. Elle avait le côté gauche de son visage brûlé, ses paupières collées à ses joues. Cette brûlure devait être ancienne. Sa peau, bien que guérie, conservait cet aspect de brûlure. Halil dit à la dame de ménage « Madame Sania, voici notre nouvelle hôte. Ses bagages ont été volés. Pourriez-vous, je vous prie, trouver dans les affaires non réclamées des vêtements appropriés, s'il vous plaît ?» La femme hocha la tête et me regarda de haut en bas, un air désapprobateur sur le visage. Je ne savais pas si c'était son travail qui l'avait mise dans cet état, ou si c'était ma tête qui ne lui revenait pas. Nous avançâmes jusqu'à la chambre 313. Halil ouvrit difficilement la porte et m'expliqua qu'il fallait que je tire la porte vers moi pour l'ouvrir. Nous entrâmes dans la chambre. Le papier peint devait être blanc à l'origine, mais il avait jauni. La décoration était très ancienne, et une odeur de renfermé régnait à l'intérieur. Cependant, la chambre était malgré tout assez propre. Mon regard était étrangement attiré vers le badge de Halil, et je lui jetai un dernier coup d'œil. C'était la première fois qu'un réceptionniste me faisait visiter une chambre d'hôtel. Halil se dirigea vers la porte et m'attendit un instant pour le pourboire. Je pensais que le manque de moyens devait empêcher la direction d'embaucher plus de personnel. Halil m'avait été d'une grande aide jusqu'à présent, et je le remerciai en lui tendant un joli billet. Il fut si content qu'un sourire se dessina sur son visage. Nous nous souhaitâmes une bonne soirée. Je fermai la porte. La chambre était spacieuse.
Mais je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi cet hôtel était tombé dans l'oubli. Il n'y avait pas d'internet. Je m'encourageais en me disant qu'il me fallait supporter 3 jours dans cet hôtel et qu'après le séminaire, je rentrerais chez moi. Quelques minutes plus tard, alors que j'étais assis sur ma chaise, on toqua à la porte. J'ouvris, mais je ne vis personne. Des vêtements étaient laissés au sol. C'était la dame de ménage qui avait dû les déposer devant ma porte. Je dis merci à haute voix, même si je ne voyais personne. Peut-être qu'elle était rentrée dans une autre chambre. Ou peut-être qu'elle voulait juste faire son travail sans être en contact avec les clients. Je ne peux pas lui en vouloir, me disais-je intérieurement. Je pris les vêtements. Ils étaient vraiment très anciens, mais propres. Je les déposai sur la table. Il se faisait tard pour trouver un endroit où manger. Je sortis de la chambre pour prendre à boire et grignoter dans le distributeur automatique. Devant la machine, après avoir réfléchi et choisi, je mis l'argent et optai pour des crackers, un jus de pomme et une bouteille d'eau. Si la tuyauterie était à l'image de l'hôtel, c'est sûr que l'eau du robinet m'aurait rendu malade, mais je comptais tout de même prendre une douche. Je fis demi-tour pour rentrer dans ma chambre. Soudain, j'entendis une voix qui me fit sursauter. Psst, psst. Et toi? La voix venait d'une partie du couloir où la lampe ne fonctionnait pas. Mes yeux s'adaptèrent progressivement, et je distinguai la silhouette d'un homme de taille moyenne. Quand il fit quelques pas pour s'avancer vers moi, je l'aperçus. Il était habillé comme un sans-abri, avec une barbe et de longs cheveux. Il reprit. « Tu es dans la chambre du croque-mitaine. Fais bien attention à toi. » Je me retournai instinctivement vers la porte de ma chambre. Puis, quand je me retournai de nouveau vers le sans-abri, il avait disparu. Était-il entré dans une chambre? Je n'avais pas entendu de bruit de porte qui se fermait. Je trouvais ça étrange. « Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» demandai-je à haute voix, mais je n'entendis aucune réponse. J'étais bien trop fatigué pour vérifier s'il était toujours dans le couloir, plongé dans l'obscurité où plusieurs lampes avaient grillé. Il devait probablement lui manquer 1 ou 2 cases, et il valait mieux que je rentre dans ma chambre. Un frisson me traversa. Je fermai la porte derrière moi en tournant la clé. Une fois dans la chambre, je me mis à rire tout seul, me disant que ce dingue était à l'image de l'hôtel, où il n'y avait pas la lumière à tous les étages. J'avais tellement besoin de rire après cette dure journée. J'ouvris les robinets de la douche. L'eau coulait difficilement, produisant un bruit bien particulier. Pendant que je prenais ma douche, je réfléchissais à ma journée et me rendis compte que j'étais tellement stressé que je n'avais pas eu le temps d'appeler ma femme pour lui dire que j'étais bien arrivé. Mais étrangement, Jamila ne m'avait pas appelé non plus. Entre le rideau de la douche, j'arrivais à voir une partie du miroir sur le mur. Soudain, j'aperçus un léger mouvement sur le miroir. Le miroir était embué, mais j'avais comme l'impression de voir une ombre dans la chambre. « Qui va là? Y a quelqu'un ?» demandai-je. Aucune réponse. J'écartai le rideau, mais il n'y avait personne. Je me disais que mon esprit me jouait des tours. Je terminai ma douche, mis la serviette autour de ma taille et me mis à me raser. J'étais sur le point de finir, quand je baissai la tête pour plonger le rasoir sous l'eau. Juste au moment où j'approchais le rasoir de ma joue, la lampe de la salle de bain se mit à trembler. Et soudain, une ombre apparut derrière moi. Je me retournai instinctivement, effrayé, et la lame du rasoir me coupa légèrement. Il n'y avait rien. Bismillahirrahmanirrahim, miséricordieux, dis-je en me lavant le visage, le cœur battant. Puis la lampe s'éteignit. J'entendis clairement un souffle derrière moi, un souffle humain. Puis, je sentis dans l'obscurité de la salle de bain une main m'attraper l'épaule. Une voix me dit « Où crois-tu être exactement ? Tes prières ne pourront pas te sauver. » Je courus en ouvrant la porte de la salle de bain en criant « Aidez-moi au secours !» Je sortis hors de la chambre, la fermai derrière moi, toujours avec la serviette autour de la taille. Je longeai le couloir, la porte d'une chambre s'ouvrit. Une femme avait entrouvert la porte, puis la ferma en me voyant. La femme de ménage, Sania, était là, me regardant. « Qu'est-ce qui vous arrive ?» me demanda-t-elle. « Il y a quelqu'un dans ma chambre. Il m'a menacé. Il est toujours là à l'intérieur. » Elle sortit un trousseau de clés et ferma ma porte, puis appela la réception avec le téléphone mural. J'avais honte. J'étais nu sous ma serviette. La femme de ménage, Madame Sania, avait l'âge de ma mère. Je me sentais comme un enfant qui avait peur. Étrangement, en moins d'1 minute, Monsieur Halil grimpa les escaliers. Au moment où il allait ouvrir la porte, je lui dis « Faites attention, il est toujours à l'intérieur. » Il me regarda une seconde, et comme si de rien n'était, il ouvrit la porte. Il semblait qu'il n'y avait personne dans la chambre. « Il est dans la salle de bain, faites attention. » lui dis-je. Il ouvrit la porte.
Mais il n'y avait personne à l'intérieur. La porte était verrouillée de l'intérieur. Personne ne pouvait sortir, dis-je. Le réceptionniste, Monsieur Halil, dit « Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Vous avez dû laisser la porte ouverte. La porte est difficile à fermer et à ouvrir. Je vous l'avais dit. Il arrive que les clients se perdent parfois en s'éloignant un peu trop. Je ne voulais pas passer pour un fou. Oui, j'aurais dû vérifier la porte. Lui dis-je. Je suis vraiment désolé pour le dérangement. Dis-je aux deux. La lumière de la salle de bain était restée allumée. Je risquais ma tête à l'intérieur pour être sûr, et il n'y avait personne. Aucun bruit, à part celui de l'eau qui continuait de couler du robinet. Madame Sania quitta la chambre la première, puis Monsieur Halil, en me souhaitant une bonne nuit. C'est un drogué comme les autres, entendis-je dire la femme de ménage au réceptionniste. Avais-je halluciné? Peut-être que ma journée avait été trop stressante, sans compter le moment difficile par lequel je passais. Je me sentais vraiment épuisé, et le manque de sommeil pesait lourdement sur moi. Tout cela m'avait sans doute fait perdre les pédales. La femme de ménage m'avait apporté un ensemble de jogging avant de me traiter de drogué. Je les avais enfilés pour rejoindre le lit. C'était la meilleure chose à faire. Je m'étais écroulé sur le matelas, et après un sommeil profond, je me réveillais. À ma grande surprise, je vis par la fenêtre qu'il faisait toujours sombre. Il faisait donc déjà nuit, me dis-je. Ce n'était pas grave, car le séminaire était le lendemain. Passer la journée à me reposer en dormant était une bonne chose, pensais-je. Il me fallait maintenant descendre et manger quelque chose. Je m'avançai dans le couloir en me dirigeant vers les escaliers lorsqu'une porte s'ouvrit. Je reconnus la femme d'hier soir, celle qui avait refermé rapidement sa porte en me voyant. J'aurais fait la même chose à sa place, en voyant un type à moitié nu, courant en criant dans le hall d'un hôtel dans la nuit. Elle me regarda et finit par me demander « Bonsoir, vous allez mieux aujourd'hui ?» Je ne m'attendais pas à ce qu'elle veuille me parler, malgré le spectacle auquel je m'étais donné la veille. Je fis mine d'avoir l'air normal et m'excuser pour la gêne occasionnée. Je lui dis qu'il y avait eu quelque chose dans ma chambre qui m'avait effrayé sans donner d'explication. Je ne voulais pas passer pour un fou en lui parlant de l'ombre, de la voix menaçante dans le noir et de la main sur mon épaule. La femme, en lançant quelques regards furtifs autour d'elle, j'avais eu peur. C'est pour ça que je n'avais pas osé vous demander ce qui n'allait pas. Elle m'indiqua un lit de bébé en entr'ouvrant sa porte et ajoutant qu'elle devait rester à côté de son bébé. Je me disais qu'elle devait loger avec son enfant depuis longtemps dans cet hôtel. Je m'excusai de nouveau et lui demandai si son bébé allait bien. Son visage changea immédiatement. Une irritation se dessina sur ses traits. Elle répondit « Quel genre de question c'est ? Bien sûr qu'il va bien. Mon bébé est avec sa mère. » Je n'avais pas voulu lui dire quelque chose d'inapproprié. Je m'excusais encore si je l'avais offensée, mais elle continuait de me fixer méchamment. Je lui souhaitais une bonne soirée et continuai mon chemin. Pendant que j'avançais, je sentis son regard rivé sur moi. Je descendis les escaliers. Étrangement, la salle à manger se trouvait au 2e étage. À l'intérieur, quelques personnes assez louches se promenaient avec leurs bouteilles à la main, et une femme ivre riait à haute voix. Madame Sania s'occupait du service du repas. Il y avait une poignée de personnes qui mangeaient rapidement, me donnant l'impression qu'ils devaient être dans des conditions modestes. Un autre type étrange s'énervait en parlant tout seul dans son coin. Je me disais que j'étais vraiment mal tombé. Je pris un plateau repas. Madame Sania, avec une cuillère en plastique, plongea l'ustensile dans un bac où se trouvait de la purée de pommes de terre. Elle frappa avec force mon plateau, puis me serva ce qui était censé être un beefsteak. Sans plus attendre, je partis vite chercher une place où m'installer, craignant qu'elle m'envoie un plateau sur la tête dans sa lancée. Alors que je mangeais, Monsieur Halil s'assit à mes côtés et me dit « Monsieur Imran, j'ai regardé la vidéo de la caméra de surveillance. La plaque d'immatriculation de la voiture est invisible. Je crains que ce soit un taxi pirate. Désolé pour votre sac. Je devais m'estimer chanceux de n'avoir laissé que des vêtements dans mon sac de voyage. J'avais l'habitude de garder sur moi les choses les plus importantes. Et je me retrouvais avec mes pièces d'identité et de l'argent. Je le remerciais pour les vêtements. Je comptais m'acheter des affaires au matin avant le séminaire. Je ne pouvais plus continuer à manger le plat devant moi. Je lui souhaitais une bonne soirée et me levais en quittant la table. En vérifiant mon téléphone, je réalisais que personne ne m'avait appelé. Je ne voulais pas non plus appeler ma femme. Je me sentais toujours fatigué et avait encore sommeil, malgré ces heures de sommeil. En montant les escaliers menant aux chambres, j'aperçus au loin le même gars qui m'avait parlé la veille. Il semblait être au même endroit et me lança de loin. « Je t'avais prévenu pour le croque-mitaine. » Puis il s'éloigna. « Hé, une minute, attends-moi. Qui es-tu » lui dis-je à haute voix. Je le perdis de vue lorsqu'il atteignit un coin où il n'y avait pas de lumière. Arrivé à cet endroit,
Il avait disparu. Je restais sans voix. Je frappais à la porte de la chambre, mais personne ne sembla répondre. Était-elle vide, ou bien ce type était-il comme je l'avais pensé au début, pas très net? Tant pis, me dis-je. Je regagnai ma chambre et m'allongeai sur le lit. La pluie continuait de tomber, puis la foudre illumina frénétiquement l'intérieur de la chambre plongée dans le noir, me réveillant de mon sommeil. Je ne savais pas combien de temps j'avais dormi. Je me réveillai en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Un éclair venait de frapper, illuminant brièvement ma chambre, mais en un clin d'œil, je sentis quelque chose d'étrange. Les murs, les meubles, tout semblait avoir changé. Ce n'était plus la modeste chambre que j'avais louée. Je me retrouvais dans une suite plus vaste, sombre, oppressante. Un espace figé dans le passé, où régnait une atmosphère lourde et menaçante. L'obscurité régnait, rompue seulement par les éclairs qui, par intermittence, révélèrent des tapisseries vieilles, des meubles imposants recouverts de poussière, et des miroirs anciens dont les reflets semblaient déformés, renvoyant des visages fantomatiques. C'est alors que je les vis. Deux silhouettes immobiles, se tenant dans l'ombre, me fixaient de leurs regards perçants. Leurs yeux brillaient d'une lueur maléfique. Une voix rauque et profonde résonna, m'arrachant un frisson glacé. « Je t'avais dit que tes prières ne te sauveraient pas ici. » Ma gorge se serra, empêchant tout son de franchir mes lèvres. J'essayais de bouger, de fuir, mais mes muscles demeuraient figés, engourdis par une terreur viscérale. Les silhouettes prirent alors l'apparence de créatures hideuses, aux traits déformés par la haine et la colère. Un coup brutal me frappa au flanc, me faisant vaciller, puis un autre. Un déferlement de coups s'abattit sur moi. La douleur était insupportable. Chaque impact semblait m'arracher un cri silencieux. Un vertige s'empara de moi. Était-ce un rêve du shaitan, du diable lui-même, ou la réalité? Je ne pouvais pas être dans le barzakh, cet entre-deux où les âmes attendent le jour du jugement dernier. Mon esprit s'embrouillait et, au cœur de ma terreur, une pensée glaçante surgit. Et si c'étaient les Abanis, ces créatures de l'enfer venues pour me châtier? Cet hôtel était-il une porte vers les flammes? Avais-je déjà été interrogé par les anges Munkar et Nakir? Était-ce donc la fin? Ou étais-je simplement perdu entre rêve et réalité, piégé dans cet hôtel maudit, vision née de mon ruh, mon âme tourmentée sans espoir de retour? Les coups continuaient de pleuvoir sans pitié, et bientôt mes forces m'abandonnèrent. Chaque douleur résonnait comme un avertissement. Chaque souffle était un combat. Je perdis conscience, sombrant dans une obscurité encore plus profonde, comme si les ténèbres avaient englouti toute lumière. Quand je repris mes esprits, j'étais étendu dans le lobby de l'hôtel. Tout était calme, comme si rien ne s'était passé. La pluie martelait les fenêtres, les éclairs avaient cessé, et la réception semblait figée dans le silence, une inquiétude troublante. Pourtant, mon corps était douloureux, marqué par ce que je venais de vivre. Était-ce un cauchemar, une illusion, ou cet hôtel, avec son apparence trompeuse, cachait-il une vérité encore plus sinistre, un secret que je n'étais pas censé découvrir? Je me redressai lentement, le cœur battant la chamade, une anxiété sourde grandissant en moi. Des bruits sourds résonnaient encore dans ma tête, comme des échos des coups subis. Quelque chose me disait que la réalité était bien plus tordue que ce que je pouvais imaginer. J'avançais devant moi, le bourdonnement insupportable résonnant dans mes oreilles, ma vision s'assombrissant peu à peu. Les portes des chambres s'ouvrirent brutalement, et leurs occupants en sortirent, me dévisageant avec une étrange intensité. Parmi eux, je reconnus Halil, Sania, la femme avec son bébé, et le vieux sans-abri. Une vague de confusion m'envahit, et je perdis connaissance. Quand je rouvris les yeux, je n'étais plus au 4e étage. Je me trouvais à la réception, et la porte de la sortie était juste devant moi. En me retournant, je fus frappé par l'absurdité de la situation. Tous les gens se tenaient là, dans le lobby de l'hôtel, immobiles et silencieux. Parmi eux, je vis le chauffeur de taxi qui m'avait amené ici. Un frisson de terreur me parcourut. Une voix provenant de la réception me fit sursauter. « Si tu veux partir, nous ne te retiendrons pas. Mais sache que l'extérieur est plus effrayant que cet hôtel. Ce qui est vraiment terrifiant, ce n'est pas la mort, mais la vie elle-même. » C'est alors que je la vis. Malgré les changements, je la reconnus immédiatement. C'était Sania, mais elle n'était plus la femme de ménage. Elle était devenue une jeune femme ravissante, s'occupant de la réception avec grâce. Elle écrivit des choses dans un cahier, m'adressant la parole avec un sourire énigmatique. Puis soudain, elle ferma le cahier avec fracas et se leva. Son allure était svelte, ses longs cheveux noirs ondulant autour d'elle. Mais quelque chose d'inhumain émanait d'elle, une aura troublante.
Elle se dirigea vers la sortie. Et alors que ses pas résonnaient, le sol se mit à trembler sous moi. En un instant, l'hôtel disparut, me plongeant dans un noir total. Il ne restait qu'une seule porte, elle et moi. Tout le reste s'était volatilisé. Si tu pars maintenant, il n'y aura plus de retour possible, dit-elle d'une voix douce mais autoritaire. Réfléchis bien et prends ta décision. Je scrutai d'abord la porte, puis son visage. Une panique sourde monta en moi, et je commençai à avancer rapidement vers la sortie, puis à courir. Soudain, une lumière intense m'aveugla. Je tombai au sol, mon corps secoué par un mouvement brutal. J'essayai de me lever, mais une femme m'en empêchait. Quand je vis son visage, la peur m'envahit. C'était Sania, mais en plus jeune. À côté d'elle se tenait Halil, un ambulancier, son uniforme me faisant frémir. Alors que le brancard sur lequel je me trouvais était soulevé et glissé dans l'ambulance, une femme âgée, se tenant devant la porte, me dit d'une voix tremblante: « Je suis désolé mon fils, mais tu es sorti soudainement sur la route. Je ne t'ai pas vu. » La porte se ferma dans un claquement, isolant mon cri de terreur. Halil, portant un badge, contrôla mes pupilles avec une lampe de poche. La jeune Sania mesurait ma tension, ses mains délicates contrastant avec la dureté de la situation. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je la voix tremblante. « Vous avez eu un accident, monsieur Imran, » répondit Halil, son ton calme détonnant avec l'angoisse dans ma poitrine. « Vous avez eu de la chance dans votre malheur. Cela aurait pu être bien pire. »« Quel accident ? Non, c'est pas possible. Où est l'hôtel ?» balbutiai-je, la panique me serrant la gorge. « Il a l'esprit embrouillé. Ça peut être dû à un traumatisme crânien, » murmurait-il en se parlant à voix basse, comme si je n'étais pas là. Seulement 10 minutes s'étaient écoulées après l'accident, disait-il. Mais ces 10 minutes me paraissaient durer des années. Mon mariage, mes mains fracturées, mon séjour à l'hôtel. Avait-il vraiment eu lieu? Les souvenirs s'entrechoquaient dans ma tête, comme des éclats de verre brisés, me laissant dans un état de confusion totale. Mes parents et ma fiancée se présentèrent à ma visite à l'hôpital, leurs visages marqués par l'inquiétude. En les voyant, une vague de culpabilité m'envahit, mais je réalisais que je ne pouvais plus vivre dans le déni. J'avais décidé de remettre ma vie en question, de changer en profondeur. Je pris la main de ma mère dans la mienne et, les larmes aux yeux, je lui exprimai mes regrets. « Maman, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait, mais je peux plus continuer comme ça. Je souhaite mettre fin à mes fiançailles. » Ce moment de vérité fut libérateur. Je savais que j'avais besoin de me reconnecter à mes valeurs. Je commençais à prier régulièrement, à chercher refuge dans la spiritualité qui m'avait longtemps échappé. Je décidai aussi de consacrer du temps à ceux qui en avaient besoin, offrant des soins gratuits à ceux qui souffraient, car j'avais compris l'importance de l'empathie et de la solidarité. Je pris le temps de changer mon entourage, choisissant de fréquenter des gens simples, ceux dont la sagesse et la bonté apportaient une lumière nouvelle à ma vie. Chaque jour, je m'efforçais de bâtir une nouvelle existence, ancrée dans les principes de bienveillance et de compassion, prête à affronter l'avenir avec espoir. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour partager vos impressions. Désolé pour ma voix, j'ai un petit rhume qui ne passe toujours pas. Merci infiniment pour vos messages d'encouragement. Ils me vont droit au cœur. Prenez soin de vous et portez-vous bien.